je vais vous parler essentiellement donc, de ces instruments que nous avons appelés dans un premier temps sauvages, qui sont en quelque sorte des instruments alternatifs, c'est-à-dire ils ne sont pas là pour remplacer les autres instruments, non, mais ils présentent autre chose. Alors, le terme de lutherie sauvage, nous devons à notre ami Max van der Vorst, qui est un musicien, bricoleur, qui s'est posé un regard particulièrement poétique sur tous les objets, sur beaucoup d'objets du quotidien. C'est-à-dire qu'il va transformer ces objets du quotidien, comme un vélo, comme une bouteille, comme un arrosoir, par un acte de lutherie, c'est-à-dire j'agis sur la matière, et pour cela je fais référence à ce que l'humanité a développé depuis des siècles en connaissance de lutherie, pour finalement l'amener vers des instruments de musique très surprenants et des fois sur des territoires assez incongrus. Donc Max a travaillé sur les bouteilles, sur les vélos, beaucoup sur les papiers. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un stage qu'organise l'ARIAM très prochainement. Alors, je corrige aussi une petite chose. Souvent, quand on parle de lutherie sauvage, on parle de matériaux de récupération. Alors, c'est vrai qu'on essaye de récupérer dans la mesure du possible, mais souvent, on achète des matériaux tout faits également, par souci de simplification, parce que les matériaux sont hygiéniquement plus corrects, sont propres, et puis calibrés, etc. Mais n'empêche qu'on cherche quand même à développer une certaine conscience politique et écologique par cet acte, en permettant d'une part à nos étudiants et à tous les musiciens intervenants qui suivent nos stages d'agir sur la matière et d'être en quelque sorte des consommateurs plus responsables, parce qu'ils savent faire eux-mêmes ce dont ils ont besoin, sans forcément passer par des circuits marchands. Donc notre travail au CFMI de Lille, avec toute l'équipe, nous avons mis ce gros chantier en marche vers 2003-2004, et particulièrement avec Muriel Deporter ici présente. Et puis c'était pour développer les pratiques instrumentales collectives. Le chant, on l'a dit et redit, c'est indispensable, il faut le faire, mais quand même permettre à un enfant de toucher le geste instrumental, pour moi c'est vraiment fondamental, il faudrait que tous les enfants puissent connaître cela. Donc c'était en quelque sorte, dans un premier temps, pour trouver une alternative à l'achat d'instruments qui sont chers et qui sont également délicats d'utilisation, parfois, bien sûr. Vous avez réussi à trouver pas mal de stratagèmes pour les rendre accessibles à l'enfant, voire fragiles, etc., etc. Et en plus, le fait d'intégrer au travail musical ce travail sur l'instrument, sur l'objet, le matériel, et pour nous également un travail à teneur artistique et à teneur musicale, c'est-à-dire qu'on écoute les matériaux, on travaille avec les matériaux, on écoute les outils. Et en même temps, on apprend à connaître ce matériel, on travaille son imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a un travail plastique. Je n'ai pas amené ici des photos d'instruments faits par certains enfants, mais je peux vous dire que c'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a un amour de la pièce qu'on a fait soi-même et de la décoration qu'on a pu y porter. En plus, bien souvent, ces instruments sont robustes, c'est-à-dire on peut les laisser tomber par terre, il n'y a pas grand mal à cela, et ça permet de s'inscrire également dans l'espace. Donc, d'autres intervenants avant moi ont parlé ce matin justement de la chorégraphie, du geste. Là aussi, on pourrait vous montrer des utilisations chorégraphiques, plastiques qui ont été faites de ces instruments que je trouve assez remarquables. Et bien sûr, il y a tous les symboles que porte un instrument de musique. Donc on peut dire que l'enfant et l'instrument avancent de pair, et l'enfant s'adapte à l'instrument et l'instrument s'adapte à l'enfant, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'acquisition de ses compétences, de ses gestes, de l'affinage de ses gestes, l'instrument s'enrichit, sans gros stress, sans être trop lourd, etc. Alors, les avantages sont multiples, donc il y a également ce travail sur la matière, et je le vois avec mes étudiants, c'est vrai que dans les cursus que suivent les jeunes aujourd'hui, bon, on a fait des mathématiques, on a fait de la géométrie, mais diviser par exemple une longueur en deux, ça ne va pas de soi. Ah oui, le mètre, mais tu n'as pas besoin de mètre pour faire ça. Ah oui, comment je fais? La 3D également. Monsieur l'inspecteur général parlait justement du travail technologique et industriel, là on y est. Et je trouve que cette maîtrise de la matière, des outils, de savoir agir sur la matière, c'est quelque chose d'assez important. Il y a le travail interdisciplinaire. Il y a également une découverte culturelle, parce que bien souvent on parle d'instruments simplifiés et on suit l'évolution, ce qui permet de comprendre l'évolution des outils de l'homme. Bien sûr, en amenant un nouveau regard sur la problématique de l'histoire de l'art. Il y a cette fierté, il y a cette possibilité d'avoir des instruments parfaitement adaptés, d'une part au public, mais également au projet musical. Et je dis bien que le projet est central. On ne fabrique pas des instruments pour fabriquer des instruments.
l'instrument étant un outil, on fabrique des instruments parce qu'on a besoin de cet outil pour faire de la musique. D'où la nécessité d'une réflexion approfondie, préalable, comme l'a également dit l'inspecteur général ce matin. Alors bien entendu, au début, il y avait la question du coût, parce qu'on trouvait que les instruments étaient chers, étaient onéreux. Donc on a essayé de trouver cette alternative, mais j'ai laissé le point d'interrogation parce que en fait, ça coûte quand même que de fabriquer des instruments. Peut-être moins en termes de matériaux, mais en termes d'investissement, il faut un certain savoir-faire et également un certain engagement et du travail. Alors pour résoudre tous ces problèmes, nous avons installé au CFMI de Lille un atelier de lutherie expérimentale qui accueille donc un cours dont je suis responsable, organologie appliquée et acoustique pratique, et tous les étudiants donc découvrent toutes les familles instrumentales en réalisant des petits prototypes de ces dispositifs qui ont permis à l'homme de créer des instruments de musique. C'est-à-dire que les violonistes ont eu l'occasion de souffler dans des embouchures pour développer encore plus l'orchestre d'harmonie, ont eu l'occasion de souffler, ce qui réjouira Denis, de souffler dans des becs de clarinette, etc. Les clarinettistes, de toucher des instruments à cordes et de comprendre comment fonctionne un instrument à cordes. Bien sûr, dans cet atelier, nous accueillons également des travaux de recherche autour de nos propres problématiques, en accueillant des luthiers en résidence, à qui on demande de nous aider à perfectionner tel ou tel type d'instrument, mais également des acousticiens, des musiciens intervenants, etc. Et cet atelier est également ouvert, comme les studios électroacoustiques, à nos étudiants pour qu'eux-mêmes puissent venir réaliser leurs propres dispositifs instrumentaux à amener dans les classes. Alors, cet atelier est installé à l'université SHS Lille 3. Nous en avons une déclinaison pratique sous forme de malle qui permet d'aller sur les territoires, donner un coup de main aux équipes, aux musiciens intervenants pour, en respectant toutes les conditions de sécurité, fabriquer très rapidement des instruments. Alors, les instruments sauvages, c'était l'intitulé du début, sauvage parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec, on y va de façon assez sauvage, mais quand même depuis, on a développé ce concept d'instrument évolutif ou ouvert à des utilisations particulières. Alors le point de départ, c'est effectivement toujours le principe acoustique qui a permis à l'homme de créer une famille instrumentale. Et comme ça, donc, c'est vraiment un aperçu spatio-temporel des différentes déclinaisons d'instruments que l'homme a créés un peu partout sur la planète. Alors nous modélisons ce dispositif et à partir de cela, en nous inspirant de tout ce que l'homme a pu faire, nous essayons de mettre au point des instruments particuliers. Donc il n'y a pas de recette toute faite par rapport à la création de ces instruments, c'est vraiment en fonction de vos projets artistiques et pédagogiques. Alors ces instruments donc sauvages, on peut dire presque qu'ils permettent tout. Ils n'enferment pas dans des pratiques ou dans des genres, c'est-à-dire que je peux créer l'échelle que je veux, une échelle complète, une échelle défective, une échelle avec des intervalles saugrenus, une échelle aléatoire, etc. Toujours en fonction de mon projet. Donc on est bien loin de la flûte à bec qui était utilisée aussi au collège jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui vraiment enfermait dans un monde bien particulier. Ils sont désinhibants. Comme ça ne ressemble pas toujours à un instrument de musique, ben même moi, si je ne suis pas musicien, je peux l'utiliser, je peux y aller. Ils sont adaptés au projet, au stade de maîtrise instrumentale des enfants, parce qu'on peut toujours les simplifier, voire les complexifier. Ils sont solides, ils sont réparables, ils sont légers, ils sont portables et emportables. J'ai un de mes étudiants qui est prof de saxophone et qui depuis peu utilise donc des petits chalumeaux et il me dit c'est vraiment super parce que le saxophone, les parents ont peur, n'osent pas l'emmener en vacances. Ça, cet instrument, je peux l'emmener et du coup, mon gamin, il fait de la musique tout le temps et en plus, il s'est rendu compte que c'est pas très très loin de certains instruments du monde, donc il va vers d'autres cultures, une curiosité vers les autres instruments de musique. Et puis, ils permettent bien d'autres moyens d'expression que les instruments dits traditionnels, parce que des fois, on se retrouve avec des instruments très très grands, légers, portables, on peut jouer derrière les arbres, par-dessus les murs, etc. On peut les plonger dans l'eau. Enfin, une foultitude d'utilisations assez diverses et variées. Ces instruments préparent également au jeu des vrais instruments, alors ça c'est un peu notre cahier des charges. C'est-à-dire, contrairement à ce que fait Max van der Vorst, qui prend un objet quotidien, qui essaye de voir où cet objet peut l'emmener, nous on a toujours en ligne de mire les instruments du monde et les instruments classiques, et on se dit, ma foi, si notre parcours peut aller vers ça, pour certains gamins,
c'est vraiment pas mal. Ils auront choisi de faire de la musique, ils auront découvert ce que c'est que la musique, ce que c'est que d'être musicien, parce qu'ils auront eu cette pratique au sein d'un groupe, et quand ils attaqueront sérieusement l'instrument de musique, ben on peut dire qu'ils seront motivés et qu'ils iront jusqu'au bout de cet apprentissage. Oui, donc je pense au cabotaïr renommé Martin Kaila, dont le père avait dit quand il était gamin: ah, tu veux une cabrette, mon petit gars? Bah, apprends d'abord à en jouer, je t'en offrirai une quand tu sauras jouer. Et le gamin, bah, il s'entraînait à connaître les airs, les bourrées, etc., les travailler avec une petite paille, un bout de sureau, et il est devenu le grand cabotaïr que l'on sait. Alors, ces instruments, les plus simples, finalement, ça pourrait être ces instruments de carton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de El Sistema Si, mais ces orchestres de papier, de carton, c'est Paper Orchestra. Ce sont des instruments qui sont sublimes, qui sont magnifiques, qui sont réalisés par les gamins. C'est du carton, c'est du polystyrène, c'est un manche en bois. Ça ne sonne pas. Mais à partir du moment où je tiens cet instrument, même s'il est factice, me confère le statut d'instrumentiste. Et donc, avec la voix, j'accompagne le geste. Le geste va me faire chanter différemment et va me permettre de produire un geste vocal instrumentalisé ou instrumental. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les gravures, dans les enluminures du Moyen-Âge, où l'on voit des animaux qui jouent des instruments factices comme des soufflets de feu ou des pinces à feu, etc. Alors, sont-ce encore toujours des instruments de musique? Moi, je ne sais pas. En tout cas, quand on les porte, effectivement, on transcende la voix, parce qu'avec le coup d'archet, avec l'attaque, avec la synchronisation, c'est sûr que ça donne bien d'autres moyens d'action que la voix toute simple. Je pense également aux bigophones, aux mirlitons. Les bigophones, ce sont des mirlitons, des kazoo, qui prennent la forme d'un instrument de musique. Et là aussi, le simple fait d'avoir un bigophone qui ressemble à un instrument de musique, quand je chante dans mon kazoo, ben, c'est pas le même kazoo. En plus, ce modèle, il est muni de capsules de bouteilles qui font que c'est enhoché en même temps, donc je travaille et la voix, la justesse, l'intonation, mais également un placement rythmique, un accompagnement rythmique. Donc ça a été en vogue en France au début du XXe siècle. Et j'ai un étudiant qui a fait tout un travail avec ses orchestres de bigophones. Ben, je peux vous dire que ça sonne méchamment. N'empêche que j'aime bien les instruments qui sonnent également. Donc, et surtout, l'instrument sauvage évolutif, je ne vais pas vous en présenter des milliers des cents ici. Je vous renvoie à des vidéos qui se trouvent sur le net. Donc il suffit d'aller sur la web TV de l'île 3, et là vous cliquez dans un onglet recherche CFMI. Comme c'est l'île 3, il n'y a que le CFMI de Lille, et vous aurez les films qui retracent les aventures autour des trompes, autour des flûtes, etc., qu'est-ce qu'il y a encore, autour des cordes. Enfin, il y a pas mal de choses où vous verrez la variété des instruments qu'il est capable de développer, pas forcément pour créer un orchestre. Donc c'est vrai qu'au CFMI de Lille, on n'a jamais employé le terme orchestre à l'école, mais toujours pratique instrumentale collective. Alors, des pratiques inventées, des pratiques inspirées des musiques du monde, comme avec les cordes, des pratiques chorégraphiées, scénographiées, comme avec les grands instruments, cette deuxième vignette, des instruments qu'on augmente, comme les flûtes harmoniques d'Europe centrale, qu'on crée dans une version contrebasse. Donc ça nous amène chaque fois dans des univers très lointains, ou alors ça nous rapproche d'instruments existants, comme le pupitre de Cordezel. Sinon, vous avez également d'autres ressources sur le site musicien-intervenant.net. C'est le site d'un musicien intervenant des CNR, Robert Macagnan, qui a suivi pas mal de nos formations et qui a mis en ligne tous nos petits secrets qui n'en sont pas. Alors, l'instrument, du coup, je ne sais pas comment l'appeler, le vrai, le classique, le traditionnel, l'instrument du commerce, qui est un peu péjoratif. C'est vrai, comme elle a dit Laurent, et je ne vais pas le développer, il peut être utilisé comme un objet sonore. Il peut être utilisé pour faire ses musiques de bruit. Il n'y a pas de souci. Il peut être détourné. Il peut être préparé, comme le piano préparé. Et il le faut aussi, parce que dans le processus, du moins ce que nous mettons en œuvre au CFMI, les processus d'apprentissage, on trouve qu'il est important que l'enfant travaille son écoute, son audition, affine son geste, par justement le geste exploratoire. Mais bon, il y a quelques limites quand même, parce que la dégradation n'est pas toujours très très loin, donc il faut faire attention. Tout n'est pas permis, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut le faire. Et ça, on l'a remarqué chaque fois qu'on a travaillé avec vous autres, les musiciens intervenants d'Île-de-France, c'est quand même quelque chose que vous faites très bien. Et on a remarqué, chaque fois qu'on vous a mis en main des instruments, les plus saugrenus soient-ils, vous avez eu la formation pour les faire sonner et pour en faire un projet
un projet artistique, un projet qui peut également devenir projet pédagogique. Alors, l'instrument évolutif permet également de faire tout cela, mais on a essayé de l'attirer également vers les instruments archétypaux, vers les vrais instruments. Alors, n'ayant pas, avec Muriel, on a fait quelques films rapidement l'autre soir, et comme on n'avait pas d'étudiants sous la main, c'est moi qui me suis collé. Donc, on va vous montrer quelques instruments, quelques réalisations qu'on peut faire juste avec un bec, de type bec saxophone, saxophone alto. Mais il est évident que ce modèle, on peut l'appliquer, enfin cette démarche. Tu me coupes, Jean-Claire? Pas du tout. Je commence à avoir faim. Ah Cette démarche, on peut l'appliquer, bien entendu, aux flûtes, aux cuivres, aux cordes, etc. C'est-à-dire par du monocorde, l'équiper d'une caisse, l'équiper d'une touche, l'équiper de... et progressivement aller vers différents instruments, différents archétypes d'instruments. Donc, au début, c'est le tube PVC. C'est le tube PVC avec lequel je pense que tous les musiciens intervenants ont pratiqué, ont musiqué. C'est le tube avec lequel on souffle, qu'on percute, qu'on clapote, dans lequel on buzz, etc. Ce tube, je l'emmène vers un instrument de musique juste en lui adjoignant un bec. Et avec ce bec, ben, je peux déjà travailler l'embouchure du clarinettiste ou du saxophoniste, la maîtrise du son, enfler des sons, gérer son timbre, la sonorité, gérer les intensités et bien sûr travailler les attaques. Je pense que l'exemple quand même sera assez parlant. Bon, on est dans un atelier, j'ai pris un autre tube, j'ai percé 3 trous, donc 3 trous, 4 notes, et puis ces trous au hasard, pour vous donner l'idée d'une autre échelle, hors système occidental. Et je crois qu'il est important pour les gamins de les emmener aussi dans d'autres univers pour ne pas trop les ethnocentrer autour du majeur, autour du mineur. Et bien sûr, les sons glissants, donc là il y a des cannes à pêche, ça c'est chouette. Et puis on continue cette fois-ci. Si, j'ai fait tout ça. Si. Voilà, donc ça c'est toujours notre atelier. Ah, si j'avais un étudiant, mais il était fort occupé à faire un instrument avec un gros ressort, des sauts, etc. Un travail vraiment très intéressant avec de l'eau dedans, donc voilà. Il nous a supporté dans l'atelier. Et là maintenant, je vais dans un registre un peu plus orthodoxe, c'est-à-dire, j'ai pris un autre tube, alors cette fois-ci pas du PVC, mais un tube haute pression pour l'alimentation en eau, ce qui permet quand même d'avoir des matériaux au niveau génique plus propres. Et puis, ben, écoutez ce que c'est, essayez de devenir ce que c'est. Je pourrais encore accorder mieux, mais finalement, je n'ai pas fait l'effort de l'accorder parce que ce sont des instruments qui sont tellement souples que je vais faire l'embouchure. Là aussi, il y a un travail de... Alors ça, c'est quelque chose qui m'est venu par la pratique à haute dose des instruments anciens, des clarinettes anciennes, des corps de bassin anciens, des chalumeaux, etc. Cette recherche d'instruments très souples, mais vraiment que je maîtrise par tous les paramètres, plutôt que d'un instrument parfaitement abouti qui va être très directif, ça j'aime pas trop, avec lequel je ne vais pas pouvoir faire ce que je fais. Moi je préfère ces instruments un peu plus... qu'on joue de façon plus vocale. C'est un choix tout à fait personnel. Et le même tube que je fais sonner dans mon registre aigu, donc
ça pourrait encore être amélioré juste avec un trou de registre que je n'ai pas percé, mais bon, j'arrive à la faire partir là-haut. Et puis, tant qu'à faire, si au lieu d'un tube, je prends un rouleau, une affiche, que j'enroule pour en faire un cône, j'obtiens un saxophone. Donc on n'est pas dans le bis répétita, flûte à bec, non, au contraire, on est vers des instruments qui permettent d'aller jusqu'à là, et puis celui que je préfère. C'est du tube de plomberie. Ensuite, dans les dispositifs un peu... Ouais, vous connaissez le prix d'une clarinette basse, hein? Bon d'accord, avec 3 trous celle-là, mais songez à tous les avantages qu'il y a d'avoir que 3 trous bien disposés à portée de main, enfin... Voilà, ensuite, c'est vraiment des trous que j'ai percés au hasard, comme ça, et puis de là viennent des idées, des traitements musicaux. Voilà, ensuite, un truc un peu moins orthodoxe. Alors au début, c'était un porte-voix, juste pour parler, chanter. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous montrer comment, finalement, avec un seul dispositif, finalement, avec un peu d'imagination, un peu de liberté aussi, si je sais, si j'ose, ben oui, c'est trop long, bah, c'est pas grave, c'est trop long, bah, on coupe, quoi. Enfin, si j'ose m'autoriser ce type de geste sur un instrument, je peux aller très très loin. Donc, je m'approche de la conclusion. La construction des instruments, ben, bien sûr, chaque projet artistique est particulier, donc pas de recette toute faite. Et je vous ai dit que c'est quelque chose quand même qui nécessite du temps en fonction des projets. C'est sûr que construire un orchestre de violon, c'est possible, mais c'est un sacré boulot, quand même, c'est très très lourd. Par contre là, un orchestre de petits chalumeaux, c'est très très vite fait, et l'enfant, avec le professeur des écoles, peut prendre en charge la réalisation de quelques gestes relativement rapidement. Donc, précisez bien évidemment qu'un musicien intervenant n'est pas un luthier intervenant, et donc faire intervenir les gens en fonction de leurs compétences. Moi personnellement, ce bricolage instrumental m'est donc venu à l'époque où je jouais les clarinettes anciennes et j'avais pas toujours en fonction des enregistrements des concerts les instruments qu'il fallait. Donc un bout de bois sur le tour, j'avais appris à percer des trous, je m'étais rendu compte que ça marchait comme ceux que j'achetais. Donc en travaillant moi-même sur mes instruments que je jouais en concert, et puis j'ai également été prof en collège et chance de ma vie à côté des SECPA. Et pour moi, ça a été une façon d'intégrer ces gamins, tenez-vous bien, qui n'avaient pas droit à une éducation artistique et culturelle, ce que je trouve proprement, c'est mon terme, dégueulasse. Voilà, donc par là, j'utilisais leurs compétences en chaudronnerie, en plomberie, pour qu'ils me fassent les instruments. Je valorisais donc leur travail aux yeux de toute la communauté éducative du collège, et en même temps, ils faisaient partie de nos... Ils étaient là, et fiers comme des coqs, au sein de nos projets. Donc, nous avons quand même cherché à simplifier au maximum les procédés de fabrication, en supprimant maintenant les cols, les solvants, pour éviter toutes les saloperies. Nous pouvons donner des pistes aussi pour la fabrication et la réalisation d'instruments, donc aux musiciens intervenants, mais également aux professeurs des écoles, etc. Parce qu'il y a des champs de compétences, quand on fabrique ces instruments, qui relèvent du domaine de ce qu'on apprend à l'école. Et nous pouvons également assister les équipes sur le terrain, donc ce que nous faisons assez régulièrement, c'est-à-dire nous accueillons les gens avec leurs projets au CFM Lille, et ils nous exposent leurs projets, et ensemble, dans l'atelier que vous avez vu, ben, on délire, on bricole, et puis en même temps on fait beaucoup de musique, parce que vraiment c'est un espace de création très 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 ouvert. Donc rappelez que l'instrument n'est qu'un outil au service du projet musical et pédagogique, et puis que vous signalez également que certains musiciens intervenants, donc il y en a une en Ile-de-France, il y en a un à Boulogne, et il me semble qu'à Dunkerque aussi, vous avez fait quelque chose. Il y a des ateliers de lutherie qui sont installés avec un outillage relativement simple, qui permet justement d'avancer dans la réalisation de ces instruments. Alors pour finir,
Certainement le projet le plus ambitieux qu'on a eu jusqu'à présent avec ces instruments bricolés. Nous le devons à Philippe Langlais, ici présent, et l'ensemble des musiciens intervenants donc, de Dunkerque. Il y avait plus d'une dizaine de musiciens intervenants, tous les professeurs des écoles, des 500 gamins multipliés par 4, le CPM, etc. Plus une foultitude de musiciens d'harmonie qui étaient près de 400, 500. Enfin, Philippe, tu donneras les chiffres un peu plus précis s'il le fallait. Et puis, quand même, sur 4 spectacles différents, 500 gamins chaque spectacle, donc 2000 gamins en tout, chacun avec un instrument, et qui jouaient sur les musiques composées par Philippe et ses acolytes. Philippe dirigeant donc l'ensemble des musiciens d'harmonie, et les musiciens intervenants étant distribués au milieu des enfants pour leur donner le punch qu'il faut. Donc je ne sais pas si vous vouliez avoir d'autres infos sur cette opération, Philippe, tu donneras le contact. Là c'est vraiment un très très court moment qui vous permet donc, de voir un peu de quoi il en ressort. Tout ça c'est des percussions des gamins, hein. Et notre grave tenue également. Ils l'ont fait. Grâce aux musiciens intervenants, et aux professeurs d'économie musique et tout le monde. Ce sont des projets très lourds, mais je crois qu'effectivement, si bien coordonnés, on arrive quand même à des résultats assez... voilà. Merci Philippe pour ces 2000 gamins, et puis pour avoir fédéré l'éducation nationale, enseignement spécialisé de la musique, etc. pour cette prestation. J'étais présent avec Muriel, la salle était debout, enfin c'est vraiment un très très grand moment pour tous ces gamins. Merci.